Je suis Philippe Kervizik, je travaille au Fab Shop. Le Fab Shop est une entreprise, jeune entreprise. On a fêté nos 3 ans la semaine dernière, on a fait une belle fête à Saint-Malo. Le siège est à Saint-Malo, on a des bureaux à Paris. Et notre métier, c'est l'impression 3D. Donc, nous sommes distributeurs d'imprimantes 3D, imprimantes 3D de bureau. Nous sommes également formateurs. On fait beaucoup de formations sur l'impression 3D, tant sur les matériels que sur les logiciels de modélisation 3D. Et nous avons un studio de création graphique dédié à l'impression 3D, pour lequel nous fabriquons des objets optimisés pour l'impression 3D. Donc j'ai un exemple dans la main. Ici, vous avez un objet qui est impossible à fabriquer autrement qu'en impression 3D. On ne peut pas l'usiner, on ne peut pas le démonter et on ne pourrait pas le monter si on avait imprimé ces 3 éléments séparément. L'impression 3D, qu'est-ce que c'est? L'impression 3D ouvre tout un tas de nouveaux horizons. Ça sert aujourd'hui principalement à faire du prototypage, c'est-à-dire qu'on va faire des pièces à l'unité ou en petite série ou en très petite série. Et on va utiliser l'impression 3D en amont des projets pour la conception, mettre au point les designs et finaliser les prototypes avant éventuellement de faire un réel prototype en aluminium ou en métal ou autre chose, le dernier prototype avant la production. Je vous ai apporté quelques exemples. L'impression 3D permet de faire ça. Ça, c'est un robot qui sort de l'imprimante comme ça, tout articulé. Et il n'y a rien à casser, il n'y a rien à enlever, il est tout articulé, il sort de l'imprimante. Il a été conçu pour être imprimé en 3D, il est imprimé acide. Et je peux vous le faire circuler si vous voulez regarder. Dans l'impression 3D, il y a tout un tas de matériaux. Et à chaque matériau, il y a sa technologie, son imprimante. Les plus courants aujourd'hui, celles qui se diversifient le plus, c'est à base de plastique, plastique ABS ou plastique PLA. Mais on peut faire de l'impression 3D avec de l'or, de l'argent, de l'aluminium, de la céramique, avec des matériaux de type bois, de type pierre et du papier. Ça, c'est une figurine imprimée avec une imprimante 3D couleur qui travaille avec du papier. On met une ramette de papier A4 dans l'imprimante et ça nous sort la statuette que vous avez en main. Les applications sont gigantesques. L'idée qui est derrière l'impression 3D, c'est quoi? C'est de faire une pièce au moment où on en a besoin et à l'endroit où on en a besoin. Ça sous-entend derrière la suppression du stock, la suppression des transports. Ça sous-entend tout un tas de choses. Il existe aujourd'hui déjà des services d'impression en ligne. Je pense en particulier à 3D Hub, où les gens qui possèdent une imprimante 3D, qu'ils soient professionnels ou particuliers, peuvent enregistrer leur imprimante sur ce site. Et quelqu'un qui veut imprimer une pièce en 3D peut trouver une imprimante proche de chez lui, et envoyer son fichier pour l'imprimer et recevoir après la pièce par la poste. Donc sur ce site, vous allez trouver des imprimantes qui travaillent avec différentes technologies, le papier, le plastique, des métaux, la céramique. On pense que c'est nouveau, l'impression 3D, ça existe depuis 25 ans. Ça a été créé il y a 25 ans par le patron de la société Stratasys, qui est le leader mondial de l'impression 3D industrielle, et qui a créé, il y a 25 ans, le procédé par dépôt de filament. Donc c'est un fil plastique qui arrive dans un extrudeur, qui est fondu et déposé en fines couches, couche par couche. On monte progressivement la pièce, couche par couche, en fondant du plastique. Le gars a créé cette technologie, il a déposé le brevet, il s'en est jamais servi. 20 ans plus tard, c'est tombé dans le domaine public. Donc 20 ans plus tard, ça remonte à 2005 à peu près, 2005-2007. C'est tombé dans le domaine public
Et beaucoup de start-upers se sont jetés sur ces brevets pour monter leur business, à commencer par la société MakerBot, qui est une boîte américaine de New York, de Brooklyn, et qui a créé en 2009 la première imprimante 3D sur un projet collaboratif, et est devenue en très peu de temps le leader mondial de l'impression 3D de bureau. Et pour l'anecdote, cette entreprise a été rachetée par Stratasys en 2013, 600 millions de dollars. Le gars invente le procédé, dépose le brevet, ne s'en sert pas. 20 ans plus tard, une autre entreprise utilise ce brevet, et puis finalement, il rachète cette entreprise 600 millions de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, le potentiel de marché. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 30 000 imprimantes 3D de bureaux dans le monde, et on estime qu'il y en aura 20 millions en 2020. Alors, les applications sont assez étonnantes. Je vais vous montrer sur cet exemple. Ça, c'est une pièce de moteur. Alors, je ne connais pas grand-chose à la mécanique, mais on vient mettre des cylindres là. Pour en avoir discuté sur des salons professionnels industriels, faire un prototype de ça en aluminium, ça prend au bas mot 2 à 3 semaines par un sous-traitant. Et ça va coûter au minimum 700 €. C'est le prix de base, parce qu'il y a des perçages dans toutes les directions. C'est une pièce assez compliquée à réaliser sur une commande numérique. Donc il faut un ingénieur qui va programmer une commande numérique. On va mettre un bloc d'aluminium et on va usiner en faisant 90% de pertes pour créer cette pièce. Avec une imprimante 3D à 2000 €, 3000 €, on va pouvoir faire ce prototype en 2-3 heures pour un coût de 2-3 €. Alors certes, la pièce n'a pas les propriétés mécaniques de la même pièce faite en aluminium, mais en revanche, toutes les phases amont de projet, de conception, vont pouvoir passer par des phases de validation sur ce type d'imprimante. Il y a un gain de temps qui est absolument incroyable, un retour sur investissement qui est dingue, extrêmement rapide, et c'est aussi un booster de créativité qui n'a pas de précédent. Si je prends un autre exemple d'une pièce de batteur électrique, vous imaginez une entreprise créer cette pièce de batteur et on souhaite en faire différents modèles. Alors, tout de suite, faire des prototypes en aluminium, ça va coûter très cher. Alors, ils vont faire 10 modèles, ils vont choisir un ou deux. C'est beaucoup de temps, de perdu, d'investissement. Alors que le designer qui a son imprimante 3D sur son bureau, il a une idée, il change de forme, il rajoute un truc, et là, il l'imprime tout de suite. 3 heures après, il a le résultat, il peut dire ça va pas. Il peut aller voir son patron en disant regarde à quoi j'ai pensé. Et ça va très très vite comme ça. Alors, on enlève tous les freins liés aux technologies traditionnelles dans le prototypage. On peut faire des choses, l'impression 3D, je parlais de faire des pièces, de les imprimer à l'endroit où on en a besoin et au moment où on a besoin. C'est aussi de faire des pièces uniques et personnalisées. Ça, c'est un exemple de boule de Noël qu'on a fait, je crois, l'année dernière pour les magasins Merci à Paris. Donc, imprimé en une seule fois. On peut très bien imaginer d'avoir votre prénom, on l'imprime une fois, on change le prénom en 2 minutes, on l'imprime pour quelqu'un d'autre. Il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire des choses comme ça paramétrées. On tape dans un champ le nom de quelqu'un qui se retrouve immédiatement là-dessus et on peut obtenir le fichier qui permet de l'imprimer en 3D. Le frein aujourd'hui, tout le monde dans la presse parle de l'impression 3D, c'est pour les particuliers, c'est accessible aux particuliers. Ce qui est vrai d'un point de vue financier, parce qu'une imprimante, maintenant on commence à trouver des imprimantes 3D à 400 €, souvent en kit, c'est accessible. Même des imprimantes haut de gamme de bureau sont à 2000 €, 3000 €, ça reste accessible pour un particulier bien motivé qui a un peu de sous. En revanche, la difficulté vient du modèle 3D. C'est-à-dire que
Quand on achète une imprimante 3D, on a besoin d'un modèle 3D pour imprimer, de la même façon que vous avez besoin d'un document PDF ou Word pour imprimer en 2D. C'est la même chose. Et pour obtenir ces modèles 3D, il faut soit les faire soi-même, donc avec des logiciels de modélisation 3D, les plus connus étant SolidWorks, SketchUp, AutoCAD, Rhinoceros, 1, 2, 3D Design. Et alors, parmi ceux-là, il y a SketchUp qui est gratuit, qu'on peut télécharger gratuitement. En tout cas, la version gratuite est déjà très performante. Et ça va jusqu'à des licences logicielles qui vont à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines applications industrielles. Donc ça, c'est un prérequis. Il y a à un moment donné quelqu'un qui a modélisé une pièce. En particulier, c'est assez peu faire ça en règle générale. L'autre solution, c'est le scan 3D. Alors, j'en ai apporté un exemple ici. On va faire après ma petite introduction. Je chercherai un volontaire parmi vous pour se faire scanner. Ça, c'est un exemple de scanner 3D, j'allais dire bas de gamme, en tout cas bas prix. Pour ceux qui reconnaissent, ça ressemble à une Kinect. C'est les capteurs de jeux vidéo pour quand vous voulez danser et faire bouger le truc à l'écran en même temps. Utiliser ça vaut 160 euros, 180 euros. Avec un logiciel qui va bien, on peut en servir comme scanner 3D, ce que je ferai tout à l'heure. Il existe différentes technologies de scan 3D, plus ou moins performantes, plus ou moins chères. Ça, c'est les premiers prix. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir des scanners très performants. C'est la deuxième solution pour obtenir un modèle 3D qu'on va imprimer. Et finalement, la troisième solution, c'est de télécharger les fichiers sur Internet. Il existe des sites, de plus en plus nombreux d'ailleurs, payants ou gratuits, où on peut télécharger des modèles 3D sur Internet. Alors le bon exemple, c'est encore mon scanner. Avant-hier, j'ai cassé la poignée, le matin même du salon. Et pendant l'atelier de l'après-midi, j'étais un peu embêté à tenir mon scanner comme ça. Le soir, je rentre chez moi, je cherche sur thingiverse.com, je cherche Xtion poignée et j'ai trouvé un modèle de poignée pour le Xtion. Je l'ai imprimé et puis voilà, je l'ai fait en rouge pour que vous voyez bien que ça ne va pas tout à fait avec le modèle d'origine. Donc en téléchargement, on peut trouver tout un tas de pièces. On peut trouver les équerres Ikea que vous avez cassés. Quelqu'un a cassé son équerre Ikea, il l'a redessiné, il le met à disposition sur Thingiverse. Vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Il y a plusieurs dizaines de milliers de modèles à télécharger gratuitement sur Thingiverse. Certains sont paramétrables. Donc pour certains, on peut imaginer de paramétrer le nombre de branches, par exemple, du batteur, des choses comme ça. Donc ou alors avoir un tampon et paramétrer le nom qui est écrit sur le tampon. Donc ça commence à donner des outils abordables aux gens qui ne connaissent pas la modélisation 3D. Il y a également des logiciels pour les gamins super sympas sur tablette, où il y a plein de composants de robots qui sont disponibles. Le gamin, il va prendre ce qu'il veut, il va les assembler entre eux, il va se faire un robot à 27 pattes et 15 bras et 2 têtes. Et le logiciel va générer les fichiers imprimables en 3D automatiquement. Et puis après, on imprime toutes les pièces et on va pouvoir assembler son robot. Ça commence vraiment à se démocratiser. Un exemple d'application, un prototype de montre. Donc ça, c'est imprimé en une seule fois, avec le bracelet tout articulé. On peut bien sûr faire de la communication, des logos, des objets publicitaires, tant qu'on les fait en petite série ou qu'on fait des prototypes. Et puis bien sûr, il y a aussi le côté fun, avec mon sabre laser, qui a été dessiné par Samuel, ce gars-là, le directeur créatif du Fab Shop. Et donc, par exemple, Samuel a dessiné et imprimé, mis à disposition gratuitement sur Internet,
des tas de petits accessoires pour transformer des légumes en vaisseau spatial. Alors on va mettre des trucs sur une courgette et puis ça va en faire un sous-marin. Enfin, très rigolo. Donc on est vraiment dans le monde de la création, du prototype, en donnant des ouvertures dans des nouveaux domaines. Là, je parle un peu professionnel, de la communication, des industriels. Les artistes sont très très intéressés par ces nouveaux outils parce qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Alors, le faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est valable également dans l'industrie, dans l'aéronautique en particulier. Dans l'aéronautique, l'Airbus A350 qui sont en train de construire là aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a eu que 2 ou 3 exemplaires de fabriqués à ce jour, il y a 500 pièces imprimées en 3D. Airbus utilise donc l'impression 3D industrielle pour faire des pièces en aluminium. L'avantage, c'est que avec l'impression 3D, contrairement à l'usinage, on fait du dépôt de matière. À l'usinage, on fait de l'enlèvement de matière. Donc quand on veut faire une pièce d'avion, on met un gros bloc d'aluminium avec une grosse commande numérique, on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin pour avoir la pièce désirée. En impression 3D, on va pouvoir faire des pièces creuses dont les structures internes vont améliorer les performances mécaniques de la pièce par rapport au bloc, tout en réduisant sa masse. Donc on peut aller jusqu'à la réduction de 70% de masse et augmentation de 70% de performance mécanique. Ce sont des chiffres grossiers que je donne, ils ne sont pas forcément précis, c'est l'ordre d'idée. Ça, ce sont des applications essentielles pour l'aéronautique. Augmenter les performances en diminuant le poids, c'est le rêve d'un ingénieur en aéronautique. Mais l'impression 3D, c'est aussi le chocolat. Vous avez peut-être entendu parler des imprimantes 3D qui font du chocolat pour les pâtissiers. C'est tout le monde me parle sur le stand. Oh, vous avez vu les maisons imprimées en 3D? Là, maintenant, effectivement, les Chinois ont il y a 2-3 semaines, imprimé 12 petites maisons en une seule journée. Alors, c'est des maisons simples, c'est un peu cubiques. Mais imaginez l'impact que ça a s'il y a un raz-de-marée dans les Philippines et qu'on est capable de reloger 12 familles en 24 heures. Rien qu'avec une seule imprimante 3D. Il y a des impacts qui sont considérables. Ça va révolutionner complètement notre façon de vivre et notre façon de travailler. Vous avez peut-être entendu parler récemment, vu dans la presse, il y a une imprimante 3D sur la Station spatiale internationale. Un outil était cassé, ils ont envoyé le fichier et la clé qui était à reproduire a été imprimée dans la station spatiale. Donc quand on voit les gros portiques gigantesques qui fabriquent les maisons, on envisage d'envoyer les mêmes choses sur la Lune ou Mars ou ailleurs pour utiliser les matériaux trouvés sur place pour fabriquer les bâtiments dont on aura besoin pour coloniser ou au moins s'installer pour faire des missions sur place. À l'autre échelle, dans le petit, dans le monde médical, il y a des applications qui sont considérables et on n'en est qu'au tout début. On est capable aujourd'hui de faire sans jeu de mots, des tranches de foie en reprenant des cellules de foie qu'on va poser une à une. Elles sont associées entre elles avec du collagène. Donc, pour ceux qui connaissent déjà l'impression 3D, il y a le matériau, le support. Donc là, le matériau, c'est la cellule de foie, le support, c'est le collagène. Et par la magie de la biologie, les cellules vont se ressouder et refaire cette matière organique qui constitue le foie. Alors, on n'en est pas encore à faire un foie fonctionnel, mais on en est à la première étape. Pareil avec la peau, pareil avec beaucoup de choses. Les organes, en règle générale, on peut s'attendre dans un avenir plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, j'hésite entre les deux termes, on pourra s'attendre à reproduire son propre organe défaillant juste avec une cellule ou deux à la base. Dans le tout petit, vous cherchez sur Internet, vous allez voir une Formule 1 avec tous ces détails.
les roues, le volant, les pédales, rétroviseur et tout. Le souci, c'est qu'il faut la regarder au microscope électronique à balayage. La Formule 1, la longueur tient sur l'épaisseur d'un cheveu. C'est une imprimante 3D qui travaille quasiment atome par atome. Donc quand vous entendez parler de nanotechnologie, on va vous mettre des petits robots dans le corps pour aller vous nettoyer un caillot que vous avez quelque part et tout ça, c'est clairement à ça qu'on pense en mettant en place ces technologies-là. Il y a énormément d'applications dans tous les domaines, et y compris au jour d'aujourd'hui, des tas d'applications, vous soupçonnez peut-être pas. Vous allez aujourd'hui vous faire une couronne chez le dentiste, vous avez toutes les chances que votre couronne soit imprimée en 3D. Ça va être une machine assez grosse qui travaille avec de la poudre pour faire de la céramique et va faire 500 couronnes en un coup. Elles seront toutes uniques et adaptées aux patients, aux destinataires. Et ça, on ne le sait pas. Alors on continue souvent à payer très très cher des couronnes alors que ça ne nécessite plus le temps de façon qu'il y avait avant. Je parlais tout à l'heure de révolutionner les transports, le stockage. Tout ça, ça va dans un mouvement qu'on s'appelle le mouvement des makers. C'est basé sur le DIY, le do it yourself, le bricolage. Il y a un mouvement qui est en train de prendre une ampleur phénoménale dans le monde, qui existe depuis 10 ans. Je crois que cette année sera le 10e anniversaire à San Francisco. Ça s'appelle la Maker Faire. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous invite très vivement à vous renseigner et aller à la prochaine Maker Faire près de chez vous. Alors, je ne dis pas ça parce que le Fab Shop est le producteur français de la Maker Faire, même un peu quand même, mais c'est un événement qui est magique. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur un même plateau, c'est pas vraiment un salon, c'est plus une foire, ouvert au grand public, aussi bien pour les petits-enfants que pour les grands. Vous allez trouver des ateliers, un atelier de soudure organisé par le roi Merlin, un atelier de programmation peut-être organisé par Microsoft, ou alors un atelier de robotique organisé par le particulier qui habite à côté et qui fait ses robots avec les moteurs qu'il achète pas cher sur Internet. C'est pas du tout un but commercial, c'est un but d'apprendre, de faire des ateliers, de voir comment on peut faire les choses, comment mélanger des technologies, comment utiliser l'impression 3D pour faire de la robotique, comment utiliser l'électronique pour faire des objets communicants, voilà, ce genre de choses. Ça s'appelle Maker Faire. Il y en aura une au mois d'avril à Saint-Malo, le siège de mon entreprise, le Fab Shop. Il y en aura une autre au mois de mai à Paris, pendant la foire de Paris, au même endroit. Vous devriez y avoir un énorme espace pour la Maker Faire. Et finalement, une autre est prévue au mois d'octobre à Lyon. Le mouvement des makers, c'est vraiment ça, c'est vraiment faire soi-même, c'est la fin de l'obsolescence programmée. C'est réparer soi-même les choses qui cassent, c'est faire soi-même les choses dont on a besoin, et c'est partager les compétences des uns et des autres. Il y en a un qui connaît l'électronique, l'autre qui connaît l'impression 3D, ils vont se mettre ensemble, ils vont faire un robot. Voilà, c'est l'idée qui est derrière ces choses-là. C'est réparer son scanner soi-même plutôt que de racheter un neuf. Voilà, c'est ça le maker mouvement. Je parlais d'un mouvement important, c'est vraiment un mouvement très très important. Le dernier qui a eu lieu à New York au mois de novembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, a généré 70 000 visiteurs en 3 jours. Pareil à Rome 2 semaines plus tard. Nous, on commence en France. L'année dernière, on a eu 7000 visiteurs en 3 jours à Paris, au 104. Et cette année, à la Foire de Paris, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Les gens souhaitent à la fois du divertissement, de la passion. Il y a beaucoup de passion dans tout ça. Mais aussi de l'utile. Donc faire les choses dans un but précis.
et si possible avec du fun. Est-ce que vous avez des questions sur les technologies? J'ai peut-être pas parlé assez des technologies d'impression 3D. Je disais qu'il y a beaucoup de matériaux disponibles et des machines, une machine par matériau en règle générale. Les enjeux, aujourd'hui, l'impression 3D c'est très lent parce qu'il y a beaucoup de couches à faire et c'est lent. Un des enjeux pour le futur, effectivement, c'est d'améliorer la vitesse. Ça va être également de faire de la couleur. Donc là, il y a deux technologies aujourd'hui qui permettent de faire de l'impression 3D en couleur. Ça, c'est MCore, une société irlandaise qui travaille avec du papier A4, une ramette de papier. Il y a également donc une autre société qui s'appelait Z-Core, qui a été rachetée par 3D Systems et qui travaille avec de la poudre. Donc ce sont des fines couches de poudre qui sont déposées, solidifiées au laser. Et après, on met la couleur en injectant de l'encre. Ça reste encore cher, en tout cas au niveau de la pièce, au niveau des machines aussi. Mais c'est un des enjeux, c'est de pouvoir réduire ces coûts-là. Et finalement, l'enjeu pour un peu plus tard, la prochaine étape, même s'il commence à avoir les premiers prototypes ou des premières machines industrielles, c'est du multimatériau. Donc d'avoir des machines qui sont capables d'imprimer en 3D avec des matériaux différents. Il y en a une chez Stratasys qui travaille avec des plastiques de propriétés différentes. Par exemple, des plastiques qui ont les propriétés pour être embarqués dans des avions, qui résistent au feu, qui résistent à certains niveaux de température. Et bon, ce sont des machines je crois que les premiers prix, c'est de l'ordre de 600 000 €. Voilà. Mais un des enjeux, clairement, c'est de pouvoir faire du multimatériau. Je pense que dans 20 ans, peut-être un peu plus, je ne sais pas, vous voudrez vous acheter un téléphone portable, le dernier cri, qu'on ne voit pas et tout ça, là, et ben vous téléchargerez un fichier sur Internet et vous imprimerez votre téléphone à la maison. On a déjà aujourd'hui des imprimantes qui impriment les circuits électroniques. On a des imprimantes qui font toutes sortes de choses. Alors peu à peu, ça va se rassembler, ça va se standardiser et rentrer de plus en plus dans notre vie quotidienne. Mais l'intérêt de pouvoir relocaliser la production, c'est produire l'objet là où on en a besoin. Je parlais des réseaux sur 3D Hub, mais c'est qu'un exemple. C'est une entreprise aujourd'hui, demain, déjà aujourd'hui ça commence, vraiment. Il y a des entreprises qui investissent massivement aujourd'hui dans l'impression 3D. Quand vous aurez besoin de fournir le magasin, je sais pas, Leroy Merlin pour des pièces détachées, eh ben, il va y avoir 10 micro-sociétés autour de ce Leroy Merlin qui vont imprimer les pièces et qui vont les livrer. Et qui vont livrer juste la quantité nécessaire pour le mois qui vient ou pour la semaine qui vient, ou la pièce unique que le client aura cassé, l'équerre qui tient l'étagère du frigo et qu'on ne retrouve plus parce que ça fait 25 ans qu'on l'a acheté. On va pouvoir reproduire cette pièce et la mettre à disposition dans un catalogue de pièces détachées pour les Darty et compagnie. Ce type d'entreprise-là nous sollicite beaucoup à ce sujet. L'idée de pouvoir faire des pièces détachées, d'avoir un catalogue numérique virtuel de pièces détachées et qu'on imprime à la demande, c'est le rêve. C'est le rêve. Plus besoin de stock. Plus besoin de stock. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais faire un petit scan. Est-ce qu'il y a un volontaire pour se faire scanner? Monsieur? Ça va être dur pour le dessus de la tête, mais on va... Ou alors peut-être, vous pouvez prendre une chaise. Et vous pouvez pouvoir vous installer là. Est-ce que j'ai suffisamment de recul? Ouais, c'est pas mal. Alors l'idée, donc, comment ça fonctionne? C'est que le logiciel
qui s'appelle Scanect, qui coûte 99 € pour pouvoir exporter les fichiers avec toutes ces performances, on va dire. On dit que je vais scanner un cube d'un mètre cube. Donc monsieur, quel est votre prénom? Philippe. Moi, je m'en souviendrai, c'est comme moi. On va dire que le bus de Philippe est dans un cube d'un mètre cube. Donc tout ce qui est en dehors de ce mètre cube sera ignoré par le scanner. Donc on ne va pas être perturbé par les objets derrière. Également, ça travaille en infrarouge. Donc on n'est pas trop embêté avec un mauvais éclairage qu'on a ici. Certains autres scanners à lumière structurée, par exemple, ont besoin d'un éclairage performant. On va avoir des niveaux de détail très très fins, mais il y a des contraintes techniques à l'utilisation plus lourdes. Alors, je vais essayer de vous montrer tant bien que mal ce qui se passe à l'écran. Donc là, on va scanner en couleur. Hein. Donc, je vais me tenir à peu près une distance d'un peu moins d'1 mètre. Essayer de faire tout le tour en n'allant pas trop vite. Laisser le temps, pourtant c'est une tablette performante, mais il faut un truc qui mouline bien. Laisser le temps de faire l'acquisition de données et le traitement. Ça va prendre 1 ou 2 minutes. Alors, vous pouvez sourire, mais pas bouger. Et puis voilà, mettez les mains comme ça, c'est très bien. Ouais. Et les bras le long du corps, ça sera plus facile pour l'impression après. Le menton légèrement haut, c'est bien. Donc là, vous voyez, l'acquisition de données se fait peu à peu. Je vais me pencher un petit peu pour faire le dessous du menton. Je vais pas trop vite. Hier, je suis allé trop vite et du coup, le visage de la dame était un petit peu déformé. Alors là, en scan infrarouge, on aura, et avec cette technologie, on n'aura pas une résolution délirante, mais ça sera malgré tout suffisant pour pouvoir imprimer un bus et qu'on vous reconnaisse sans équivoque. Pour l'information, au Fab Shop, nous ouvrons juste en ce moment notre Fab Club à Paris. Alors un Fab Club, qu'est-ce que c'est? C'est un Fab Lab. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Fab Lab. Vous connaissez les Fab Labs. Ce sont des espaces de travail où vous avez, moyennant un abonnement mensuel, vous pouvez profiter de tout un tas d'équipements pour la fabrication numérique, avec des postes de travail et puis des gens qui ont les compétences pour vous aider à travailler sur vos projets. Le concept de Fab Lab, qui est très à la mode, impose que vous mettiez à disposition de tout le monde les projets sur lesquels vous travaillez. Ce qui est souvent un peu délicat pour les entreprises qui ont besoin de confidentialité quand elles travaillent sur des prototypes. D'où le concept de Fab Club du Fab Shop, où chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il l'entend, tout en venant travailler dans une équipe sympa, très équipée, avec différentes imprimantes 3D, des coupes laser, des coupes vinyle, commandes numériques, enfin il y a beaucoup de choses, un atelier de photo, un atelier de couture, et des gens qui savent vous aiguiller pour avancer dans vos projets. Et donc vous y trouverez très prochainement le premier 3D maton, si on peut appeler ça comme ça. Pour l'instant,
Le premier 3D Maton, donc ce sera une cabine où vous pourrez vous installer pour vous faire scanner en 3D. Et ça donc à partir de début mars. 50 rue de Montreuil à Paris. Ben, on arrive, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je vais réessayer un peu par-dessus la tête. Donc là, vous voyez qu'on a l'impression que la qualité est pas optimale, mais dès qu'on aura terminé le scan, le logiciel va mouliner toutes les informations et sortir le modèle 3D qui sera beaucoup plus sympa. Bon, je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon, vous pouvez bouger. Ça n'a pas été trop long. C'est bien vous? Ah oui, quand même. Alors, il mouline un peu, je vais vous montrer après. Donc là, on a un début de résultat de scan en monochrome. Là, il est en train de calculer, ça prend un peu de temps et on verra avec la texture, donc c'est-à-dire la peau, les couleurs et tout ça, le modèle 3D de Philippe. Donc si vous voulez me donner votre email, je pourrais vous envoyer le fichier. Donc après, pour frimer avec vos copains, il vous faudra un viewer STL, voilà. Donc même sur téléphone, on en trouve des visualisateurs de fichiers STL. Voilà. Donc, alors là, je zoome un peu. J'arrive pas à m'y faire à cette tablette. Je dirais pas la marque, mais ça commence par un M. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que sur le dessous, c'est vide. En fait, on n'a qu'une enveloppe là. On n'a qu'une enveloppe et une enveloppe, ça ne va pas du tout pour l'impression 3D. En impression 3D, on est capable de faire des volumes. On a besoin de volume à imprimer. Donc on va utiliser le logiciel pour faire de la reconstruction, modifier cette enveloppe en volume. Donc là, j'ai une option pour ça. Il va mouliner un peu. Là, ce que je vous montre, donc c'est pour faire des mini-mois. Hein, c'est la mode. Tout le monde aimerait bien avoir son mini-mois. Moi, j'ai le mien. Donc là, Samuel, c'est le chef créatif. Il a le sien en couleur. Mais ça permet de scanner plein de choses, en fait. Hein. Le scan, on peut faire beaucoup de choses. Mon patron Berthuet 8 a scanné le château de Versailles. Et on peut scanner des objets très petits avec des technologies ad hoc. Donc là, vous voyez, ça y est, il a terminé. Donc on vous reconnaît bien là quand même, hein. Il n'y a pas photo là. Donc il me reste à transformer ça en buste pour faire quelque chose de sympathique et d'imprimable. Hop. Donc je définis un plan de coupe. Je vérifie que le dessous, ça se passe pas, hein, ça a l'air bien. Je fais OK.
Et voilà. Et donc là, on a un buste qu'on peut directement imprimer, même en couleur. Pardon? Vous avez scanné, vous avez fait votre trait de coupe là, vous n'avez pas besoin de retoucher derrière, c'est automatique. Alors là, je l'ai relativement bien fait, le scan, c'était pas le cas hier. Hier, j'ai été un peu trop vite, donc j'ai eu besoin de retoucher un peu les cheveux. Les cheveux, par exemple, c'est difficile à scanner. Donc, avec un autre logiciel gratuit qui s'appelle Mesh Mixer, qui est de la suite Autodesk, vous pouvez faire de la retouche, boucher des trous ou creuser. Non, c'est des outils de sculpture un petit peu. Vous pouvez même carrément avec ce logiciel prendre un bloc et puis sculpter dedans numériquement pour en faire des sculptures et faire tout ce que vous voulez. Ou alors on pourrait avoir un Philippe à deux têtes assez facilement. Mais là, j'ai un fichier directement imprimable. Je l'enregistre au format STL et je peux l'imprimer directement sur les imprimantes qui sont sur les stands. Et suivant la taille, pour imprimer en petit comme ça, comme j'ai fait hier, ça va prendre 1 heure. Et puis pour imprimer comme ça, il faut 2 heures et demie à peu près. Pour imprimer en couleur, en 3D couleur, comme ça, il faut une bonne journée. L'impression 3D, c'est pas rapide. Et donc pour ceux qui sont intéressés pour faire du service, de prestation de service d'impression 3D, il faut bien penser votre business plan pour rentabiliser les choses. C'est-à-dire savoir à qui vendre pour justifier le prix. Exactement. Si par exemple vous scannez une poignée de frigo cassée, Madame Bichu a cassé sa poignée de frigo, vous voulez la réparer, elle ne trouve pas là, elle va trouver ça très très cher. Par contre, si c'est la poignée d'une voiture de collection, voilà. Donc faut trouver l'équilibre. Voilà. Est-ce que vous voulez en savoir davantage? Vous avez des questions? Non? Oui? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, il y a des problèmes de droit qui arrivent à grands pas, notamment sur la reproduction de choses. Alors, voilà, ça débat beaucoup sur le sujet. Des sites comme Thingiverse ont choisi sous quelle licence, sous quel droit on va publier ces modèles. Mais de façon évidente, oui, il y a des problèmes de droit d'auteur. Ouais. Pardon? Scanner une poignée de voiture, Si c'est des voitures anciennes et tout ça, ça pose pas trop de problèmes de droit. Mais oui, vous scannez le presse-agrumes de Philippe Starck, ça va poser un problème. Mais de la même façon que l'industrie de la musique a commencé à trouver des solutions pour les MP3, la musique en ligne et tout ça. Ça vient de la même façon, un peu sur les mêmes modèles d'ailleurs, pour les scans 3D, enfin pour les modèles 3D. C'est pour ça d'ailleurs qu'il commence à y avoir des sites payants. Et là, les sites gratuits, la plupart du temps, sont les gens qui mettent à disposition leur propre création dans l'esprit maker dont je parlais tout à l'heure, le partager son savoir-faire. Par contre, le pendant de Thingiverse, il y a un autre, j'ai oublié le nom, j'ai eu un trou de mémoire, un autre site web de MakerBot, où là vous achetez les droits, vous achetez les fichiers. Alors c'est des jouets pour les enfants, des choses comme ça. Mais de plus en plus, je pense qu'on va peu à peu, on va y avoir Ikea va mettre en ligne ses propres produits qu'on va pouvoir acheter en ligne. Je dis Ikea, si je dis ça, j'aurais pu dire autre chose. Hein. J'en sais rien du tout si Ikea est en train de faire ça. Mais c'est l'idée. C'est long aussi. C'est long aussi, mais elles sont plus grandes. Plus précis, pas nécessairement. Oui, pour certaines d'entre elles, bien sûr.
mais pas nécessairement, mais elles sont plus grandes, on peut faire plus de pièces et des plus grandes pièces aussi. Dans l'impression 3D, on peut toujours imprimer plusieurs choses en même temps, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs, nécessairement. Enfin, Et quand on est sur des imprimantes à dépôt de filaments, comme celles que vous avez sur les stands, vous imprimez un objet, ça vous prend X temps. Si vous imprimez deux objets, ça vous prend 2X temps. Donc il n'y a pas de réduction de coût avec le volume. Parce que d'entrée de jeu, le coût est optimisé, il n'y a pas de perte de matière, il n'y a pas de... Eh bien, je vous remercie. À bientôt.